pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Bien, eh bien, bonjour une nouvelle fois à l'Institut des Libertés, à IDL Média. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau. Pour parler, nous avons un invité, j'ai le plaisir de vous présenter. On a un véritable plaisir à le retrouver à chaque fois. Monsieur Xavier Roffer, qui est un spécialiste de la criminologie, que nous avons invité pour essayer de nous éclairer un peu dans la suite logique des précédentes émissions qui avaient trait, avec ce titre un peu provocateur, La police ne peut plus rien pour vous. Enfin criminologue, on aimerait l'interroger sur la pertinence de l'institution policière aujourd'hui. Est-ce qu'elle est vraiment à la hauteur des enjeux de sécurité? Et on aimerait également, au travers de son analyse, avoir une approche un peu plus pertinente sur les événements récents que nous venons de connaître au niveau de la délinquance et également de tous ces mouvements sociaux qui ont émaillé notre pays. Donc, Monsieur Xavier Roffer, bonjour. Bonjour. On est heureux de vous accueillir. Dans un premier temps, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on a eu plusieurs émissions où on a fait appel à des policiers de terrain, des policiers à la retraite, qui ont fait état de la situation de l'institution policière, ou plus généralement même de toutes les forces qui concourent à la sécurité en France. Et on aimerait avoir votre point de vue sur est-elle à la hauteur ? Est-ce que les institutions, aussi bien policières que de la gendarmerie, sont structurées de la bonne manière pour répondre à l'insécurité que l'on connaît aujourd'hui? Alors, bien sûr, je vais vous répondre, mais la meilleure façon de ne rien comprendre à un problème, et ces émissions-là sont faites simplement dans l'esprit de lutter contre ça et de s'y opposer, c'est de regarder par le petit bout de la lorgnette. Il faut commencer par un certain nombre de choses au niveau global, au niveau d'ensemble, et après ça, en venir aux choses plus immédiates ou plus précises. Dans les années 1980, à la fin des années 1980, dans un de ses livres, Raymond Aron a une bonne fois pour toutes, et jusqu'à ce que le système officiel de gouvernement ait changé un jour, peut-être dans un lointain avenir dans notre pays, défini quelle était la mission de l'État-nation. La France est un État-nation, elle a un gouvernement. Quelle est la mission de ce gouvernement principal? C'est-à-dire ce pourquoi, à l'époque, il y a des siècles de ça, la forme politique de l'État-nation a été inventée, et quelle est encore aujourd'hui sa mission essentielle, qu'on appelle mission régalienne. Raymond Aron a résumé ça de manière brillantissime en une seule phrase. La mission de l'État-nation, c'est respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Quand un gouvernement a fait ça, il a tout fait. À l'origine, et encore aujourd'hui, la mission essentielle de l'État n'est pas de fixer les salaires de nuit des infirmières ou le jour d'ouverture des soldes, c'est de faire en sorte que le pays dont il a la charge soit respecté à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Aujourd'hui, on va plutôt parler de en paix à l'intérieur. Voilà. Et donc, il faut dire, dans ce domaine-là, que depuis plus d'un demi-siècle, il y a un défaut de fonctionnement majeur dans l'appareil d'État, qui est celui d'avoir toléré d'abord que se crée, ensuite que se multiplie et ensuite que s'autonomise des zones hors contrôle, des territoires hors contrôle à la surface de la France métropolitaine essentiellement. Ces zones hors contrôle que, en langage politiquement correct, on appelle quartiers sensibles ou alors autre expression gnangnan de cet acabit, elles se multiplient, elles grandissent. On dirait, s'il s'agissait d'une maladie comme le cancer, elles métastasent, et à la fin, les actes qui s'y commettent sont
toujours plus grave, on y tire sur les policiers, on y raquette les gens, la population sur place y est soumise la plupart du temps à l'autorité d'espèces de milices qui sont à la fois des narcotrafiquants et des islamistes, et donc ça prend un très mauvais genre. Pour vous donner un seul chiffre à ce niveau-là, le gouvernement ne sait plus se débrouiller de cette affaire-là qui traîne depuis Pompidou, quoi, même avant François Mitterrand. Et donc à chaque fois, ils inventent un gadget nouveau. Le dernier gadget inventé par M. Macron et son équipe s'appelle les quartiers de reconquête républicaine. Très bien, nous, les criminologues qui avons de la documentation, qui avons des bases de données, nous avons fait un petit travail à partir des quartiers de reconquête républicaine. Vous les prenez, et bien entendu, ces quartiers-là ont des numéros INSEE. Paris, c'est 75, 013 pour le 13e arrondissement, 08 pour le 8e arrondissement. Chacun des quartiers de conquête républicaine a un code INSEE. Alors, à partir du code INSEE, on peut retrouver par recoupement les infractions qui s'y commettent. Dites-vous bien que, s'agissant de ce qui pourrit le plus la vie des populations, les cambriolages, les petits braquages de proximité, l'épicerie du coin, la pharmacie, etc., ce qu'on a dans nos bases de données, à l'échelle d'un département, 60% de ces actes qui pourrissent la vie des gens se commettent à moins d'1 kilomètre de ces quartiers de reconquête républicaine. À partir du moment où on a laissé sur le territoire français se développer des zones qui sont à tel point des foyers d'insécurité, non seulement sur place, les habitants de ces quartiers sont des malheureux dont personne ne rêve de partager le sort, mais en plus, dans un rayon de plusieurs kilomètres aux alentours, la vie des gens est devenue dramatique, extrêmement insécure et dangereuse, et tout cela par le fait que l'État républicain dont on nous rebat les oreilles, n'a pas fait son boulot et a laissé se développer et proliférer ces territoires. Alors là-dedans, bien entendu, il y a une réponse de l'État. La réponse de l'État, elle est préventive. C'est la fameuse politique de la ville. Que fait-on pour la politique de la ville à l'heure actuelle? Pas grand-chose, puisque on avait au départ sollicité vers 2017 M. Borloo. Tout ce que dit M. Borloo n'est pas mauvais, quoi. On ne va pas se lancer dans des détails ici, mais plusieurs de ses idées étaient pertinentes. Après avoir sollicité M. Borloo, on leur envoyait ses chères études, mais à peine poliment, du style « merci, plus besoin de vous ». Et depuis, on ne fait rien. Il y avait un soi-disant comité présidentiel des villes qui était créé. Il ne s'est pas réuni une seule fois. Il est à l'état de cadavre, quoi, si vous voulez. Alors ça, c'est le côté préventif qui marche très fort. Et deuxièmement, les forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie, sont pas bien utilisées et ne font pas le travail qu'il faudrait pour résorber les zones hors contrôle en question. Je suis prêt à parier que, s'agissant de la criminalité de voie publique, si on regarde ce qui se fait dans les secteurs-là et alentours, on ne doit pas être loin de 80% du total. Vous vous rendez compte de cette capacité de progression énorme que si un jour on résorbe cette affaire-là, les chiffres de la délinquance et de la criminalité vont s'effondrer dans notre pays, pour l'avantage de tous. Voilà la situation à l'heure actuelle. Si vous me permettez encore un mot, à un moment donné, dans la vie d'un pays, il y a toujours différents problèmes. On n'est pas enquiquiné par une seule chose, il y en a plusieurs. Mais elles n'ont pas toutes la même chose. Ces affaires-là et ces problèmes-là n'ont pas tous la même importance. Vous en avez un gros et plein de petits autour. Le gros, au centre de la perspective de la sécurité et de l'insécurité de la France métropolitaine, c'est l'existence de ces quartiers hors contrôle et d'où viennent non seulement des assassins, non seulement des gangsters, non seulement des dealers, non seulement des trafiquants d'êtres humains, mais aussi, on l'a vu, en 2015-2016, les terroristes désormais. Voilà, c'est ça le problème central. Je vous remercie de votre éclairage. Alors, au-delà des analyses sociologiques qu'on pourrait en tirer, à savoir la remise en cause peut-être de l'immigration, etc., au niveau structurel, au niveau organisationnel, est-ce que vous avez le sentiment que la situation d'aujourd'hui peut répondre à ces problématiques? Est-ce que vous avez l'impression que la structuration policière, la répartition des tâches entre la police, la gendarmerie, par exemple, est-ce que tout est bien huilé de façon à pouvoir arriver à contenir ces quartiers difficiles?
Non. La meilleure preuve, qui connaît la police mieux qu'un des personnages qui en ont été des dirigeants, comme commissaires, etc., pendant des décennies. 40 ans. Ouais. Voilà. La France n'a pas de n'a pas de service de renseignement criminel. Nous n'avons pas. La dernière fois où j'ai dit ça en personne, les yeux dans les yeux, au président Sarkozy, quand il était président de la République, il m'a dit « mais c'est pas possible, mais si, mais malin ». Eh ben non, c'est pas vrai. Donc, alors on ne dit pas c'est pas vrai à un président de la République, on dit Monsieur le Président, je vous assure, regardez bien, etc. Mais la France n'a pas de service de renseignement. La gendarmerie a créé un service de renseignement criminel, c'est-à-dire qui fait sur la pâte humaine que constitue le crime organisé, ce que l'État français fait très bien pour les espions étrangers, fait maintenant mieux qu'avant pour les terroristes. On n'a pas de service de renseignement criminel. Chaque fois qu'il y a une affaire criminelle, comme par exemple quand en 2005, des voyous ont voulu protéger les quartiers, ont commencé à mettre le feu partout, à chaque fois le gouvernement français tombe de l'armoire et découvre ça au bout de 3 jours, une fois que c'est dans tous les journaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anticipation. Mais il y a pas seulement un manque d'anticipation, mais il y a un manque de connaissance des phénomènes à l'état, au moment où ils se produisent. J'ai connu dans le temps des policiers français qui étaient capables de vous dire précisément, dans le cadre des guerres des gangs, quel était le prochain qui allait se faire buter. Tout le monde le savait. Voilà, ben, ils faisaient même des espèces de paris entre eux. Une fois que la porte du commissariat ou du bureau était bien fermée, tu dire tiens, je te parie que ça. Ils prenaient des paris pour l'apéro ou quoi que ce soit. Et donc, on le savait à l'époque. Cette connaissance du milieu criminel, elle a, pour l'essentiel, disparu. Les commissaires de police aujourd'hui sont des sortes de préfets qui trônent, alors ils vont plus ou beaucoup moins qu'avant sur le terrain, et la connaissance qu'ils avaient, qui leur permettait de dire, vous savez, c'est pas compliqué, vous interrogez un boucher sur l'évolution du marché de la viande dans les 6 mois et l'année qui viennent. Il la connaît, il fait ça tous les jours. Pareil pour un pharmacien, il sait qu'il va vendre plus de... Eh ben, la police n'est beaucoup moins qu'avant en possibilité de faire. Or, la police, c'est les zones urbanisées. Alors, pour l'essentiel. Est-ce que c'est parce qu'elle est submergée par le fait, ou est-ce que c'est à cause d'un manque d'organisation, d'un manque de structuration? La police, vous savez, si on a gardé un souvenir si extatique de Clémenceau comme ministre de l'Intérieur, c'est parce que Clémenceau, il a compris une chose, il y avait des voitures, et donc les bandits allaient naturellement se précipiter sur cette invention, ce qui est arrivé, les premiers braquages en voiture, la bande à Bono, etc. Et donc il a mis en place des brigades mobiles. Et ben voilà, aujourd'hui il y a un problème criminel grave, et jusqu'à présent, aucun ministre de l'Intérieur, si vous voulez qu'on va pas... J'en fais pas une affaire politique, parce qu'il y en a de plusieurs couleurs différentes, mais les derniers ministres de l'Intérieur ne font pas de ma part l'objet d'un vif enthousiasme, et par conséquent, personne n'a tapé sur la table en disant, dans les 6 mois qui viennent, je veux un service de renseignement criminel. Voilà, c'est-à-dire que sans que ça coûte un centime, en prélevant simplement, de manière à être aussi bien prévenu de l'évolution de l'espionnage étranger en France. Il s'intéresse plus à nos usines, ou il s'intéresse à ceci, ou il s'intéresse à cela, il s'intéresse à la bourse mondiale. Il faudrait qu'on sache précisément, à un moment donné, que préparent et que sont en train de faire, et qu'ourdissent les malfaiteurs qui sont sur notre sol, qu'ils soient français ou étrangers. Quand vous n'avez pas de renseignements, d'alerte, comment voulez-vous vous livrer à la figure la plus classique de l'activité militaire ou de renseignement ou de la police ou de la gendarmerie, qui est l'embuscade? Comment pouvez-vous avancer, attendre les gens en embuscade pour les arrêter en flagrant délit, alors que vous n'avez pas de renseignement anticipateur? C'est naturellement impossible. Alors voilà, c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau. Ils utilisent des mortiers, on va interdire les mortiers. S'ils utilisent des bâtons, ça va être un peu difficile d'interdire tous les bâtons en France, je pense, hein. Et voilà le genre de mesures qu'on prend a posteriori. Ça voudrait dire que la police aujourd'hui n'est que réactive. Ah ben voilà, pour l'essentiel. Ouais. Attendez, c'est pas la police. Les malheureux font ce qu'on leur dit. C'est une armée, elle est toujours fragile au point de contact entre les différents régiments. C'est là où on peut
faire un coin et désorganiser l'armée adverse. C'est aux confins de la zone de rapport entre la zone du politique et la zone de la police ou de la gendarmerie, c'est là que se posent les problèmes. On peut quand même se permettre de faire un parallèle, puisque par bonheur ou par malheur, je ne sais pas, on a en France le concours de deux forces différentes, hein, la police et la gendarmerie. Alors, il est vrai que la gendarmerie couvre 70% du territoire, mais peut-être que 30% de la population, et à l'inverse, la police va couvrir que 30% du territoire, mais 70% de la population. On peut quand même essayer de faire un parallèle entre ces deux forces. Vous voyez, aussi curieux que ça puisse paraître, pour un ancien policier, je suis assez admiratif quand même de l'organisation de la gendarmerie qui, depuis une bonne vingtaine d'années, a pris la voie du judiciaire et, grâce à sa culture militaire, a su mettre en place un système organisationnel qui me semble pertinent. Alors que la police s'est réfugiée dans la gestion de l'immédiateté, uniquement réactive, et justement n'a pas mis en place ces structures de réflexion ou ces structures d'éveil qui seraient nécessaires. Est-ce que vous pensez que dans un avenir radieux, on pourrait imaginer une nouvelle orientation, une nouvelle impulsion, en fin de compte en s'enrichissant des deux? Mais d'abord, oui, et deuxièmement, il suffit que l'appareil d'État, que le pouvoir politique en décide. En est la volonté. Mais et bien sûr, il suffit de dire, monsieur machin, enfin, vous savez très bien comment ça se passe. Quand on a affaire à des gros voyous, j'ai toujours dit en riant que l'apothéose de la carrière du gros voyou, c'était la veille du jour où pour la première fois son nom est cité dans le journal. Alors après ça, maintenant qu'on transforme tout le monde en star, donc vous avez le clan machin, le clan truc, un tel, les H, les ceci, les cela, et à un moment donné, il y a le préfet de police ou alors le ministre, il convoque des gens dans... Celui-là, pourquoi il est tous les jours dans ma revue de presse? Je veux plus le voir. À ce moment-là, on trouve les moyens. Et ben voilà, donc il y a toujours les policiers, ils ont des dossiers quand même. On trouve le moyen de le faire tomber dans les 6 semaines. Pourquoi cela n'est pas fait systématiquement et en permanence? Donc il suffit de le vouloir, il suffit de convoquer les autorités au plus haut niveau de la police en disant « je ne veux pas savoir comment, mais dans les 6 mois, vous m'entendez, je veux ceci, cela ». Et comment ça s'est passé? Je ne sais pas si, bien entendu, ça a dû tourner pas mal dans la police, mais un beau jour, Raymond Marcellin a convoqué le préfet qui, à l'époque, dirigeait la DST en lui disant cette histoire de terrorisme, c'est trop inquiétant, ça marche trop bien. Ce que je voudrais, c'est que vous créiez une petite cellule de renseignement sur le terrorisme à l'intérieur du renseignement intérieur, la DST à l'époque. Le préfet rentre à son bureau, disant « j'ai vu le ministre, il est fou, il s'est laissé intoxiquer par les journalistes ». Tout ça est un bidonnage des médias. Et puis même, nous, notre mission, c'est de lutter contre l'espionnage soviétique. Peut-être même, alors le pauvre Marcellin, il n'y avait pas plus à droite que lui, mais c'est peut-être un agent soviétique qui nous détourne de notre mission. Et donc, il fait ce que c'est faire très bien un préfet en pareil cas, il ne fait rien. Mauvaise pioche. Marcellin, il est breton, donc têtu. Deuxième fois, alors monsieur le préfet, ma petite cellule, la troisième fois où l'autre lui dit peut-être on verra plus tard, a fait une réponse de préfet, quoi. Marcellin tape sur la table et parle à un préfet, le langage qu'il faut parler à un préfet, c'est mutation immédiate aux îles Kerguelen sans augmentation de solde. Voilà. Alors l'autre, dans la 8 jours, il avait sa cellule. Et aujourd'hui encore, on brûle des cierges devant Raymond Marcellin, parce qu'il n'y a plus d'espions soviétiques, mais il y a toujours des terroristes, vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça, il faut taper sur la table, il faut dire, mon vieux, je me fous de ce que vous pensez, vous le faites, exécution, comme on dit dans l'armée, exécution et rendez compte de la manœuvre. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est bien, en fin de compte, une question de volonté. Mais totalement. Alors, est-ce que... On peut s'interroger. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cette clairvoyance ou cette intelligence, ou comment se fait-il qu'il ne soit pas, que le politique ne soit pas mieux éclairé pour justement mettre tout ça en place? Vous citiez Clémenceau tout à l'heure en parlant des fameuses brigades mobiles. Moi, j'ai en souvenir de ce que disait Clémenceau. Le rôle d'un gouvernement consiste à faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix et que les autres ne le soient pas. C'était en fin de compte assez simple comme programme. Mais les grandes choses sont toujours simples. Où j'aimerais avoir votre éclairage, c'est
c'est qu'on en arrive aux mêmes conclusions. On se rend bien compte qu'il y a un manque d'organisation, un manque de volonté. Est-ce que cette volonté est volontaire de ne pas le faire? C'est ça aussi quelque part la question. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire entendre nos politiques vers cette orientation? Comment se fait-il qu'on n'y arrive pas? Alors, d'abord, est-ce que c'est parce qu'il y a un trop grand renouvellement de ministres? Non, il y a deux facteurs. Premièrement, un peu comme ça se faisait du temps des rois fainéants, quoi. Dans un contexte très différent. Je n'implique pas du tout que ceux qui nous gouvernent ne travaillent pas assez. Mais je dis qu'ils vivent sous l'influence un peu négative de conseillers en communication. Oh là là, tu vas perdre un point dans les sondages, etc. Donc ça les freine dans beaucoup de leurs initiatives, car bien entendu, évidemment, dans toutes les activités humaines, quand on entreprend à faire quelque chose de sérieux et de durable, ça va toujours plus mal avant d'aller mieux. C'est la fameuse courbe en J. Vous voyez, le J, il commence, ça baisse, après ça remonte au-dessus. Voilà. Alors, la courbe en J fait que si jamais il y a toujours une élection 1 mois ou 6 mois ou 1 an après, on est tenté de ne pas le faire. Ça, c'est la première raison de la timidité. C'est pas une histoire de parti politique, c'est vrai pour tous les partis, hein. Et puis la deuxième raison est la suivante. Je fréquente encore parfois des ministres et des très grands chefs d'entreprise. À partir du moment où vous exercez des responsabilités écrasantes comme celle-là, qu'est-ce qui vous arrive jour après jour? Eh bien, on vient vous annoncer une catastrophe, un drame, un désastre à peu près 5 fois par jour. Donc là, de deux choses l'une. Soit ça vous impressionne et ça vous traumatise, auquel cas vous êtes à l'hôpital des fous 6 mois après, soit vous développez un cuir extraordinairement épais. Et le cuir épais, c'est « ok, il me raconte ça, mais moi je suis le ministre, donc lui il ne l'est pas, et donc c'est que j'en sais plus que lui, et donc c'est que des sottises, et que voilà, on va faire très bien, je vais lui répondre oui. » Il ne faut jamais dire non en politique, hein. Vous connaissez la célèbre formule d'Edgar Faure, grand cynique devant l'Éternel, qui disait « En politique, on dit oui à tout et on trie après. » Alors, ils vont vous recevoir, ils vont vous dire oui, et puis après ça, ils vont faire... Donc, vous multipliez les deux, et effectivement, ok, j'ai encore... prenez le cas de l'actuel ministre de l'Intérieur, il ne peut pas ne pas avoir dans sa tête l'idée qu'il a 18 mois de travail devant lui. Vous avez vu... alors, l'appareil français, d'État français, je ne suis pas de ceux qui le critiquent systématiquement, il est... lourd, mais il a son efficacité. En même temps, essayer de faire une réforme profonde en France en 18 mois, comme on dit chez les jeunes, même pas en rêve. Alors, au cours des dernières émissions, on n'a pas hésité, entre nous, hein, puisqu'on est maintenant déchargé de notre devoir de réserve, à faire une introspection quand même sur notre carrière et sur notre institution. Est-ce que d'une part, ce manque de volonté ou de clairvoyance de la part du politique n'est pas également entretenu par un mal profond de l'institution elle-même. Est-ce que l'institution policière est-elle en capacité de se réformer, d'être ouverte à ces nouveaux enjeux? Et est-ce que son corporatisme très, très virulent n'est pas en fin de compte un frein? Je suis persuadé que non. Vous savez, il se trouve que pour des raisons de difficulté de remplacement des gens, j'enseigne toujours. Là, peut-être la prochaine année sera où je n'aurai plus que des études et de la recherche à faire. Mais ça fait depuis 1985 que j'enseigne en criminologie à des gens qui sont tous devenus magistrats, médecins légistes, qui ont passé le concours des commissaires de police, etc., etc. Donc, je peux vous dire, la fonction publique régalienne, elle est bonne. Je voyage beaucoup, j'enseigne dans différents pays, etc. Encore aujourd'hui, on a des gens qui sont parmi les mieux formés au monde. Donc, je ne suis pas inquiet pour ça. Je suis persuadé que le premier qui arrivera à un poste suffisamment éminent pour avoir autorité et qui sera réveillé chez les flics, chez les gendarmes, chez les douaniers, cette chose essentielle qui est l'instinct du chasseur. Leur donner envie, leur donner la niaque. À l'heure actuelle, de manière
extravagante à l'école des commissaires de Saint-Cyr au Mont-d'Or, c'est devenu une école d'assistante sociale, quoi. Je suis naturellement, comme tout le monde, partisan des droits de l'homme, mais attendez, peut-être qu'il faut apprendre un peu aussi la manière dont ça se passe dans les rues, dans les quartiers, qui sont les voyous, etc. Alors là, à l'heure actuelle, on a émasculé en grande partie des gens en les empêchant, à l'heure actuelle, un policier qui songe à l'idée qu'à un moment donné, comme il y a 50 voyous autour de lui, il faudra qu'il mette la main sur la crosse de son arme, mais il est enquiquiné comme pas permis par une inspection générale hystérique, c'est moi qui le dis, hein, donc je peux le dire, et voilà, donc qu'on leur foute la paix aux policiers, aux gendarmes, qu'on les laisse travailler, qu'on réveille chez eux l'instinct du chasseur. Il n'est naturellement pas question de déroger d'1 millimètre au code, aux procédures, etc. Mais c'est un peu, à l'heure actuelle, l'institution, là, c'est hélas un peu la belle endormie, quoi. Et je me souviens, quand Sarko est arrivé comme ministre de l'Intérieur, on va dire les choses gentiment, mais les 2 ministres de l'Intérieur qui l'avaient précédé n'étaient pas, comme disent nos amis britanniques, les ampoules les plus brillantes du lustre, hein. Voilà, donc il était obligé de... Mais cela... Ce que je vais vous dire maintenant, c'est un préfet pourtant socialiste qui me l'avait dit. Il a dû cogner comme un âne mort pour réveiller l'institution, lui redonner la niaque. Là-bas. Il faut quelqu'un qui ait cette capacité-là, et je suis persuadé que ça ira vite. Si vous saviez, là, moi je vois des... alors, il y a des choses que on peut dire et d'autres sur lesquelles on est obligé. Il y a des écoles d'état-major dans la police. Il y en a d'autres dans la gendarmerie, puis il y en a aussi dans le renseignement. Donc, n'allons pas plus loin, mais on voit la qualité des travaux qui sont produits dans ces différentes institutions. On a des garçons et des filles qui sont très bien dans toutes ces institutions-là. Tout est donc une question d'autorité, de restauration de l'autorité, d'une forme d'autorité hiérarchique. D'autorité et de dire « allez-y, je vous protège ». Une ligne d'autorité, en quelque sorte. Voilà, exactement. Et pas de l'autorité du caporalisme bête et con. Ouais. Hein, donc, mais simplement, voilà, c'est là qu'on va faire. Être capable de défendre ses troupes devant les autres ministres ou devant même le président, etc. Non, monsieur, il a fait, il a bien fait, etc. Je le protège, etc. Et puis pas... comme ça se passe à l'heure actuelle, en étant forcé d'avoir une dame à côté de soi, parce que comme il y a eu des rumeurs d'inconduite vis-à-vis d'autres dames, on a une féministe à côté de soi comme garantie, ce qui est peut-être pas... Enfin, quand on voit en plus... Vous avez... On va rire 2 minutes, parce que c'est pas des sujets où on a... récemment, Madame Schiappa a donné une interview d'1 page au Figaro. C'est drôle. Vous savez, dans le temps, il y avait les albums pour les petites filles qui s'appelaient Martine. Alors, Martine va à la plage, pas etc. Martine, mais j'en entendais parler. Voilà. Et ben, là, c'était Marlène va dans le 9-3, quoi. C'était une drôlerie. Vous savez, les fortunes que gagnent les dealers, elle disait il faut donner 10 euros aux petits des cités pour les désengager de la criminalité. Enfin, écoutez. Donc, tant qu'il y aura des... J'ai moi-même été très surpris de cette proposition. Alors, est-ce que c'est lié aussi... quelque part, c'est dans la droite ligne de notre discours d'aujourd'hui, cette féminisation de la société en règle générale, non pas le fait que les femmes viennent dans le monde du travail, mais je veux dire simplement cette façon d'aborder avec beaucoup de sensibilité les choses nous font... mais c'est pas, attendez, c'est pas toujours le cas. Souvenez-vous de Margaret Thatcher. Hein, oui, attention. Tout à fait, c'est vrai. J'ai connu professionnellement des femmes que j'étais obligé de supplier d'être plus sympa, plus gentille, etc., qui étaient des féroces, quoi. Donc là, pas de bol, on est tombé sur Madame Schiappa. Mais elles sont pas tout... Heureusement, hein. Vous voyez, Indira Gandhi et tout, Golda Meir, enfin, il y a eu des véritables femmes à poigne qui sont capables de diriger, évidemment. Et moi, l'autorité, c'est féminin. Hein, voilà. Donc, c'est pas de problème avec ça du tout. Je dis simplement, fixons des objectifs, laissons les gens travailler. Ne nous laissons pas embrouiller par des salades sur vous savez, les malheureux gamins déchirés par la vie. Ok, c'est des fauves, hein, voilà. Donc, il faut savoir à qui on a affaire et ne pas désarmer ceux qui sont censés protéger. Vous savez, à l'heure actuelle, il y a un oublié dans tout ce qu'on s'est dit à l'heure actuelle. L'oublié, pas de nous, bien entendu, mais d'une partie des gens qui nous gouvernent, ce sont les victimes.
dans les cités dont je viens de parler, les victimes sont immigrées autant que les autres. Vous êtes une mère de famille d'origine sénégalaise, il faut monter la poussette au 5e étage par l'escalier avec un gamin dans les bras, un gamin dans la poussette et en étant enceinte parce que l'ascenseur est bloqué par les dealers, c'est pas drôle. Et je dis que là où se situe la principale erreur des gens qui nous gouvernent, celui qui reprendra en main les quartiers en question, si tant est qu'il reste là-bas des gens qui peuvent voter et à qui il faut donner l'idée de voter et l'envie de voter, car beaucoup d'entre eux sont des citoyens français, celui-là, il sera réélu jusqu'à la fin de sa vie. Parce que ce qui se passe dans ces quartiers-là est abominable et hélas, le fait de ne pas y mettre les pieds, c'est se faire le complice des criminels. Alors, il est vrai que depuis, à la lumière de tous les événements là, récents que l'on vient de connaître, ce mot d'autorité est revenu souvent. Hein, souvent dans les médias, même le politique en use et en abuse, en disant il faut restaurer l'autorité, etc. Mais on se rend bien compte que ça reste uniquement au niveau de la déclaration. Mais selon votre analyse, il faut donc une véritable restauration de l'autorité, philosophiquement, hein, c'est-à-dire on remet en place des lignes d'autorité et tout en découlera. C'est-à-dire que les fonctions régaliennes de l'État, fortes de leur autorité, de leur légitimité retrouvée, et non pas de la... Le monopole de la violence légitime. Tout à fait. C'est rien. Retrouver toute sa légitimité aux yeux de tout le monde, ça donne quelque part l'élaboration d'un destin commun. Et certainement, à ce moment-là, les choses reviendront un peu plus en ordre. Et donc, toutes nos institutions, les organisations institutionnelles en découleront d'elles-mêmes puisque cette autorité aura été retrouvée. Alors, là où je voulais vous interpeller également, c'est, Dieu sait si l'institution policière, la gendarmerie ont toute l'égalité exercée, mais on a vu qu'à l'occasion de la manifestation des Gilets jaunes, par exemple, la légitimité de l'institution avait été remise en question quand même par les Gilets jaunes. On aimerait avoir votre éclairage là-dessus, parce qu'on l'a ressenti, on le ressent bien, même nous, à travers des commentaires qu'on a eus à la suite de nos interventions, on avait senti qu'il y avait un divorce quand même entre la population qui s'est sentie flouée dans sa dignité lors de la manifestation des Gilets jaunes, et même nous, a posteriori, on s'est interrogé sur la pertinence de l'intervention policière à ce moment-là. Quel était votre éclairage? Quel est votre éclairage sur cette session des Gilets jaunes? Alors, comme on l'a déjà dit au début de cette émission, il faut recadrer les choses et les mettre dans leur contexte. La France existe depuis plus de 15 siècles. Encore aujourd'hui, 75% des Français vivent dans la région où ils sont nés et 64% dans le département où ils sont nés. Vous voyez donc que la France enracinée, elle existe. Il n'y a pas que 10 métropoles avec une circonvolution où il y a eu beaucoup d'immigration, etc. Cette France-là, d'où venaient les Gilets jaunes pour la plupart, elle a ses traditions, elle a sa façon de faire, elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle n'aime pas. Ces Français-là, qui pour la plupart sont modestes, ne supportent pas d'être injuriés, maltraités par les grands de ce monde. Dans le passé, ça a fait des commotions terribles dans l'histoire de France, et à partir du moment où l'aristocratie, la noblesse, n'a plus vécu en contact avec la population, a été kidnappée pour être mise à Versailles sous le nez de Louis XIV, qui n'avait pas envie que la fronde recommence, etc. Voilà, petit à petit, un divorce est accompli, et quand le comportement du style, que ce soit vrai ou non, qu'il mange de la brioche à des gens qui étaient en train de mourir de faim, je ne sais pas si la phrase avait été, mais elle est tellement accrochée, et tout le monde s'est répandu, qu'au bout d'un moment, ils ont dit, c'est comme ça, on va aller à Versailles, on va lui montrer, etc. Le président Macron, qui n'a pas l'air de connaître si bien que ça la France populaire, a multiplié les maladresses. T'as qu'à changer de trottoir, tu trouveras du boulot, achète-toi un costume, les Gaulois réfractaires, etc. Et bien d'autres, hein, ça a été 10 fois. Au bout les Français, gens qui ne sont rien dans les gars. Oui, voilà. Les Français, mais c'est séculaire. Ils supportent, ils subissent, et à un moment donné, ils renversent la table. De manière violente. Voltaire disait « Les Français, ce peuple dur et léger ».
Attention, et c'est pas parce qu'ils rigolent, etc., d'un seul coup, la colère les prend, et voilà. Alors, les gilets jaunes, c'est ça. Hein. Et il faut bien reconnaître, moi, je ne suis pas gilet jaunologue, hein, je suis criminologue. Ces gens-là n'étant pas des criminels, ils sortent de ma perspective. En tant que citoyen, je dois reconnaître que j'ai été ébahi, dont sur ordre, les forces de l'ordre ont fait preuve de violence et de... Enfin, jamais les pires émeutes dans les banlieues n'ont subi 10% du décharnement de violence qui s'est abattu sur ces gens qui simplement n'arrivaient plus à boucler les fins du mois, quoi. Donc là, je crois qu'il y a eu un désordre très grave. Je crois que les gens qui ont fait ça cyniquement ou par ignorance n'ont pas compris qu'ils allaient entraîner une partie des forces répressives et des forces régaliennes dans le discrédit, et ils l'ont fait. Et je crois que ça ne sera pas facile à récupérer, sauf si, naturellement, à un moment donné, on remobilise les dites forces régaliennes pour la défense des victimes, qui sont les principales oubliées. Tous les jours, il y a des gamins qui se font voler, écharper. Tous les jours, il y a des dames qui se font bousculer et voler. Tous les jours, elles sont oubliées. On n'en parle même pas. Quand un professeur est égorgé et décapité, alors là, bien entendu, ça va mobiliser l'opinion. Mais le reste, les victimes, des gens modestes, quoi, etc., elles sont complètement passées sous silence. Il faut voir avec quel mépris les journalistes, stars, etc., parlent de faits divers. Chaque fait divers fait une famille, une victime et traumatise une famille. Donc naturellement, de ce côté-là, il y a d'énormes progrès à faire en matière de considération pour les victimes, d'où qu'elles viennent et quelle que soit leur origine. Et elles sont en France, elles sont sous la population et sous l'autorité et sous la protection des autorités de la République. Eh ben, son rôle, c'est respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Et la paix en question, elle doit profiter naturellement aux gens les plus modestes. La différence entre les bourgeois bobos là, qui vivent dans les beaux quartiers et qui votent à gauche, à Paris notamment, et puis ces gens modestes en question, c'est que les gens modestes n'ont aucune capacité de mise à distance des racailles, de mise à distance des voyous, de mise à distance des dealers, de mise à distance des rodéos qui se font sous leurs fenêtres à 3 heures du matin, alors qu'ils travaillent le lendemain matin, quand ils le peuvent, n'ont pas les moyens de s'opposer à ce qu'on fasse brûler les voitures dont ils ont besoin pour aller au travail. C'est ces gens-là les victimes. Et donc, à l'heure actuelle, toute la noblesse de l'institution policière et des gendarmes, on sent qu'elle a envie de ça, hein, c'est de se remettre au service des victimes et de laisser les grands bourgeois d'extrême gauche qui soutiennent les islamistes, qui soutiennent les gangsters, etc., se débrouiller avec leurs amis voyous et gangsters. Je crois que c'est ça la noblesse. Et je trouve que tout ça a été très éclairant parce que, comme je vous l'ai dit en la forme liminaire, à l'Institut des libertés, on s'est engagé à faire toute une série d'émissions sur justement cette insécurité et, par le biais de l'autocritique de l'institution, chercher à savoir si on ne pouvait pas améliorer, etc. Donc on s'aperçoit que le fondement de tout ça, c'est quand même la restauration de l'autorité et des missions régaliennes de l'État. Ça incombe donc aux politiques, donc à un engagement politique éclairé, hein, et digne d'autorité, qui remette en place toute cette autorité. Il en découlera une organisation de l'institution policière, de toutes les forces qui concourent à la sécurité pertinente, hein, ça sera pertinent. Ça permettra à l'institution policière, aux forces de sécurité, de retrouver leur légitimité vis-à-vis de la population, puisqu'elle avait perdu à l'occasion de cette loyauté obligatoire, hein, que l'on a envers le gouvernement qui nous demande d'intervenir, hein, vis-à-vis des Gilets jaunes. En fin de compte, assez brièvement, on arrive à arriver à une explication assez simple, en fin de compte. Hein. Revenir à l'autorité et tout en redécoulera. Mais je vais vous dire, les Français sont un grand peuple. J'en suis persuadé aussi. Souvenez-vous à quel point, après le traumatisme de l'abolition de la monarchie et d'institutions qui avaient un millénaire derrière elles, avec quelle rapidité, sous la direction de généraux de 25 ans, la France a explosé toutes les forces hostiles dans toute l'Europe, et encore plus sous Napoléon, à tel point que
un grand philosophe allemand comme Hegel, qui était un patriote allemand, à côté d'Iéna, avant la bataille d'Iéna, où Napoléon, la grande armée, détruit la Prusse militairement, le philosophe Hegel, qui habitait à côté d'Iéna et qui voit Napoléon chevaucher devant lui, dit « J'ai cru voir passer l'âme du monde à cheval ». Voilà ce dont on est capable. Le jour où il y a l'autorité nécessaire, la vision politique nécessaire, tous les problèmes dont on a parlé depuis le début, ils sont secondaires. Il faut les régler dans le respect absolu du code pénal tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y a rien à rajouter, mais il faut que le code pénal s'impose au fin fond de la Seine-Saint-Denis, comme il s'impose dans le 14e ou le 15e arrondissement de Paris, et rapidement, on aura en tout cas la moitié du programme de résolu qui est en paix à l'intérieur. En fin de compte, il y a une grande espérance devant nous, quelque part. Si on réfléchit, tout ça est possible. Bien sûr. Le génie français peut revenir. Non, il n'est jamais. Vous savez, c'est toujours pareil. Il y a des moments où on ne peut pas toujours être au sommet. Il n'est pas révélé. Et souvent, dans le passé, au pire moment, eh bien, la chose s'est remise en marche et elle est repartie dans le bon sens. Jeanne d'Arc, Napoléon, le général de Gaulle, vous voyez, hop, à chaque fois, ça repart dans le bon sens. Et donc, naturellement, ni le pire ni le meilleur ne sont assurés. Mais si jamais on se met en position de faire en sorte que le meilleur revienne, il y a, sous l'accélérateur, il y a les moyens de le faire. D'une manière sous-jacente, tout est là, en fin de compte. Pratiquement. Ouais. Ben écoutez, je vous remercie de cet entretien au coin de la plante verte, hein, c'est pas au coin du feu ici. C'était très éclairant parce qu'il fallait prendre justement un peu ce recul pour essayer de donner un espoir quand même. Hein. C'est le but aussi de l'Institut des libertés. Autour de ces causeries, ce qu'a souhaité Charles Gave, autour de ces causeries un peu intenses, qui permettent à tous les intervenants de s'exprimer le plus librement possible et avec toujours une once supérieure d'intelligence, hein, on espère, et d'éclairage, ça nous donne quand même des raisons d'espérer. Monsieur Refer, je vous remercie infiniment et puis j'espère que vous serez toujours le bienvenu chez nous et j'espère qu'on vous reverra. Il y a encore des choses à dire, rassurez-vous. Il y a encore des tas de choses à dire. Bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt à tous et bien sûr, abonnez-vous à IDL Média. Merci.